En 2020, on a eu un doublement du nombre d'attaques à De travers sociétés le monde. racketées. Tout à fait. Aujourd'hui, on en est à une attaque toutes les 11 secondes, avec 20 milliards de dégâts en 2020. 25% des sociétés qui ont été attaquées ont fermé suite à l'attaque. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Un plaisir de retrouver ce matin la revue de la presse technologique présentée par David Schiffers. Vous le connaissez bien à présent. David, bonjour. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, on va parler d'une disparition un peu tragique. C'est la mort de John McAfee. Oui, John McAfee, le créateur des antivirus, le premier antivirus commercial a été développé par John McAfee lui-même, personnage très sulfureux, recherché par l'administration américaine pour fraude fiscale, etc. Il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Barcelone. Annonce de suicide, mais sa femme a déjà demandé l'ouverture d'une enquête parce qu'elle dit que John n'était pas du tout suicidaire. D'ailleurs, lui-même avait annoncé que si on le retrouvait suicidé, c'est qu'il ne s'était pas suicidé. Gros doute sur son suicide, mais bon, une enquête sera certainement ouverte. En tout cas, ça va sûrement donner lieu peut-être, on ne sait pas, à un film hollywoodien. Ça ne m'étonnerait pas, franchement, oui. Il y a beaucoup de matière. Il a quand même vendu des millions d'antivirus, monsieur. Ouais, il a surtout développé un concept, le concept de l'antivirus. Aujourd'hui, on ne parle plus d'antivirus, on parle de EDR, XDR, donc c'est plus une protection globale du poste de travail, etc. Mais ce concept-là a été inventé par John McAfee, qui en a fait vraiment son activité. Il a fait fortune dans ce domaine. C'est triste de terminer comme ça, franchement. Oui, on lui doit cette ouverture-là, cette protection-là, on la lui doit avec ses laboratoires, etc. Bon, alors on va continuer avec une autre nouvelle. Bon, là, c'est moins grave, mais c'est quand même assez handicapant, surtout pour Google. C'est une panne de l'application Google sur Android. Effectivement, a priori, ce serait une panne qui serait due à une mise à jour qui aurait bloqué certains... Comment c'est possible ? Sur certains téléphones. C'est possible parfois, une mise à jour qui marche bien sur certains téléphones, marche moins bien sur d'autres téléphones. Et comme il y a des cycles de mise à jour qui sont très réguliers, on corrige des choses, on améliore des choses, etc. Et bien parfois, sur certains téléphones, il peut y avoir certaines pannes. Donc vous voyez là à l'écran, sur le graphe, effectivement un pic de panne annoncé par les utilisateurs de l'application Google sur Android. Et c'est des choses qui arrivent. Si jamais vous êtes affecté par cette panne, la solution la plus simple, c'est de revenir en arrière. Tout simplement. On retélécharge l'ancienne version. Alors oui, on désinstalle la mise à jour, la dernière mise à jour. D'accord. Dans la liste des applications, on peut trouver la dernière mise à jour installée et on désinstalle la dernière mise à jour et à ce moment-là, tout revient à la normale en attendant le correctif qui sera... certainement diffusé par Google rapidement. Ok. Bon, alors les Android ont eu, on va dire, un peu de problème avec cette application Google, mais il y a quand même une autre bonne nouvelle pour eux, c'est Microsoft 11. On en avait parlé la semaine dernière, plus joli, plus léger, plus agréable, donc qui va bientôt être alors c'était la grosse annonce de Microsoft la semaine dernière, jeudi dernier. Il y avait la conférence Microsoft pour annoncer Windows 11. On en avait parlé la semaine dernière, effectivement. Et la grande nouveauté qui a surpris un peu tout le monde, c'est l'annonce que les applications Android seront compatibles avec Windows 11. Donc ça, c'est tout nouveau. Vos applications préférées, que ce soit vos applications d'agenda, de jeux, de clients de messagerie, ce que vous voulez, vous pourrez très bien les utiliser sur votre ordinateur et sur votre smartphone Android. Et donc, c'est une nouveauté assez intéressante parce que ça ouvre un champ de possibilités, notamment pour les développeurs d'applications Android, qui est vraiment énorme. Il y a des centaines de milliers ou des millions de Windows installés dans le monde. Ça fait autant d'utilisateurs potentiels, donc extrêmement important. Par la même occasion, on peut dire aussi que Windows 11 est annoncé pour cette fin d'année, a priori novembre, peut-être décembre. Ils ont dit avant les fêtes, pas de date précise, mais ça sera
probablement pour cette fin d'année. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer avec une nouvelle très surprenante cette fois-ci. En termes de sécurité, les Russes ont annoncé vouloir collaborer avec les USA. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est pour lutter, j'imagine, contre la cybercriminalité. Comment oui, alors il y avait déjà eu beaucoup d'annonces dans ce sens. C'est un peu bizarre. Depuis 2011 déjà. Cette annonce fait suite à une rencontre entre Poutine et Biden où ils ont notamment évoqué ce point-là. Biden avait même gentiment menacé Poutine de représailles cybernétiques en déployant un petit peu l'arsenal cybernétique des États-Unis, en disant que si... Donc c'est sous la menace, en fait, que les Russes vont collaborer contre la cybercriminalité. Sachant qu'en Russie, la Russie héberge vraiment des centres de cybercriminalité, vraiment Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a des espèces de centres d'appel, un peu comme les centres d'appel de votre opérateur téléphonique ou autre, où il y a des opérateurs qui sont là et qui répondent au téléphone ou qui passent des coups de fil pour des cyberattaques, pour demander des rançons, etc. C'est totalement institutionnalisé. Ça se passe à travers le monde et ça se passe à Moscou, en Russie. De manière totalement ouverte. Donc, les États-Unis ont un peu tapé du poing sur la table et les Russes ont annoncé, c'est une annonce officielle qui est parue sur l'agence TASS. Et effectivement, ils annoncent qu'ils vont collaborer. Alors, comment? On ne sait pas vraiment encore. Hein. On ne sait pas encore très bien. Ils parlent d'extradition, ils parlent on a du mal à y croire. Les cybercriminels. On verra bien. Nous le dira, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend des annonces dans ce sens et ça n'a pas toujours été suivi d'effet, pour rester gentil. Voilà, pour rester gentil. Bon, on verra bien ce qu'il va se passer. On continue à présent. Alors là, on revient en Israël. C'est une enquête d'une société israélienne qui s'appelle Cybereason qui fait le point sur les sociétés rackettées dans le monde. Alors, on a beaucoup parlé avec toi du racket, on va dire, du cyber-racket. On en est où? Quelles sont les conclusions de cette société? Alors, une enquête vraiment extrêmement intéressante qui a visé donc les sociétés qui ont été touchées par des demandes de rançon. Les résultats sont vraiment épatants. Alors déjà, en 2020, on a eu un doublement du nombre d'attaques de sociétés rackettées. Tout à fait. Aujourd'hui, on en est à une attaque toutes les 11 secondes. Donc, une société est attaquée toutes les 11 secondes. On parle bien des sociétés, hein, ça veut dire pas leur des particuliers. Donner... Une attaque toutes les 11 secondes avec 20 milliards de dégâts en 2020. 20 milliards de dégâts. 25% des sociétés qui ont été attaquées ont fermé suite à l'attaque. Les sociétés se sont littéralement effondrées. Parmi ceux qui ont payé, alors ça c'est extrêmement intéressant par rapport à ceux qui envisagent... c'est toujours une demande de rançon. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on leur dit quoi? On vous redonne vos données. On bloque vos ordinateurs tant que vous n'avez pas payé la rançon. Dès que vous avez payé la rançon, vous retrouvez votre état normal. Okay. Alors, concrètement, 46% des sociétés qui ont payé la rançon disent ne pas avoir récupéré la totalité de leur informatique, de leurs données. Donc, ils ont récupéré partiellement ou pas du tout. Et encore plus inquiétant, 80% des sociétés qui ont payé la rançon ont été attaquées une seconde fois. My God. Bon, alors, donc, si je comprends bien, si je vous écoute bien, on ne paie pas. Il ne faut pas payer. Non, il ne faut surtout pas payer. Et un dernier indicateur, c'est que chaque fois que vous payez une rançon, vous subventionnez 10 nouvelles attaques. Ah, mon Dieu. Donc, c'est vraiment on ne paie pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois on est sous l'emprise d'une société de ce type-là, on fait quoi? Alors, la première chose à savoir, que payer... a priori, ne résolvera pas du tout le problème. Donc, il faut changer de mindset, il faut penser autrement, il faut penser secours, il ne faut pas penser à payer et à se faire copain avec ceux qui essayent de vous escroquer de l'argent. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Comment réagir en cas d'attaque? Je propose un plan. Il n'est pas de moi, vous j'imagine. Le trouver sur The Hacker News. Un plan en 5 étapes qui dit clairement comment réagir en cas d'attaque. La première chose à faire, c'est d'isoler les postes infectés. Si vous avez une attaque sur un poste
de travail dans votre entreprise, la première chose, débranchez-le du réseau, débranchez-le électriquement, empêchez-le de diffuser l'attaque. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de lancer le plan de secours. Alors, ceux qui ont un plan de continuité d'activité, c'est une chose qu'on fait dans le cadre notamment d'une certification ISO 27001 ou quand une entreprise un peu sérieuse veut avoir un plan en cas de problème quelconque, que ce soit un problème matériel, logiciel, humain, etc. Donc, on lance ce plan-là. Troisième chose, on informe les autorités. Dès qu'on a lancé le plan de reprise d'activité, on informe les autorités, on dépose plainte, etc. Quatrième point, on restaure les données. Donc, si on a des données sauvegardées quelque part, ce qui est toujours indispensable, surtout dans une entreprise, on restaure les données tout de suite. On n'attend pas. On reste une fois qu'on a fait le plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on est revenu à une situation techniquement fonctionnelle, c'est qu'on a nos ordinateurs fonctionnels, on restaure les données pour pouvoir continuer à travailler. Et cinquième chose, on répare les éventuels dégâts qu'il y a eu. On corrige les failles, on vérifie d'où est venue l'attaque, on corrige les failles, si c'est par de la formation, de la sensibilisation, d'outils sécurité, etc. Et on supervise. On fait attention à ce que dès qu'il y a quelque chose qui déraille un petit peu dans l'entreprise, on ait les indicateurs qui permettent de dire... Et on ferme la porte aux cyberhackers, on va dire. Oui, ça c'est on leur ferme la porte, on leur dit on n'a pas besoin de vous. On fait ça dans le cadre de la correction du problème, c'est-à-dire on essaie d'identifier d'où est venue l'attaque et de fermer cette brèche pour ne pas subir à nouveau une attaque identique ou similaire. D'accord. Il n'y a pas des endroits où, je parle en profane totalement, où en fonction d'où vient l'attaque, d'où se trouvent les pirates, on sait plus ou moins quel type de failles de sécurité ils ont utilisé pour entrer dans l'entreprise. Il n'y a pas des listings comme ça ou des organismes qui peuvent nous aider à... voilà. Bien sûr. Ça peut aider. Alors, c'est ce qu'on appelle le forensic. C'est l'analyse post-incident pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé exactement, par où ça pourra aider les autres, j'imagine. Oui, tout à fait, mais on est après l'attaque. Ouais, donc on est déjà après coup, on est dans la réparation et on est dans la remédiation. Moi, je préconise en général de faire les choses en amont, de s'équiper des outils corrects, d'avoir une bonne sensibilisation des utilisateurs. En général, les vecteurs d'attaque passent par les utilisateurs, par le phishing. Donc, sensibiliser vos utilisateurs, c'est un élément extrêmement important. Des utilisateurs avertis, c'est autant de forces qui agissent dans le bon sens. Et puis, bien sûr, des outils, des prestataires qui vont bien, comme je le fais moi pour beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ces éléments en sécurité pour s'appuyer sur des gens du métier qui connaissent. La marche à suivre et comment on fait pour éviter que ça arrive, surtout. Ça, c'est surtout ça l'important. Prévenir mieux plutôt que guérir, effectivement. David Schiffers, merci. Merci Cathy. Voilà, je rappelle que vous êtes spécialiste en cybersécurité dans la société Medacom. On vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. Merci et bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.